juillet 2014 en Bulgarie. Un homme fuit pour sauver sa vie. Il ne fuit pas la police, il ne fuit pas un criminel, il fuit l'invisible. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Lars Mittank, un homme qu'on n'a jamais retrouvé. Juin 2014, Brême, Allemagne. Lars Mittank est un homme de 28 ans que l'on pourrait qualifier de Monsieur Tout-le-Monde, mais dans le bon sens du terme. Il est décrit par ses proches comme quelqu'un de calme, de posé, presque réservé. Il travaille dans une centrale thermique, il aime le football et il est proche de ses parents. Il n'a aucun antécédent psychiatrique, aucune addiction connue, pas de dette, pas d'ennemis. C'est important de le préciser, Lars n'est pas un profil à risque. Quand il s'envole avec ses 5 amis pour la Bulgarie, direction la station balnéaire Golden Sands, les Sables d'Or, l'ambiance est à la fête. Pour ceux qui ne connaissent pas Golden Sands, c'est un peu l'Ibiza des pays de l'Est. Des complexes hôteliers géants, de la musique assourdissante 24 heures sur 24 et de l'alcool à très bas prix. C'est un endroit où l'on vient perdre le contrôle. Mais Lars, lui, reste fidèle à lui-même. Ses amis raconteront plus tard qu'il ne consommait pas de drogue et buvait avec modération. Pendant les premiers jours, tout est parfait. Le soleil, la mer, les rires. Mais une ombre va s'inviter au tableau lors d'une soirée qui semblait pourtant banale. Lars est un fan inconditionnel du club de foot Werder Brême. Dans un bar, une discussion s'anime avec d'autres touristes allemands, fans du Bayern de Munich. On imagine la scène, des chambrages, quelques éclats de voix, mais rien de bien méchant. Du moins, c'est ce que pensent ses amis. Pourtant, c'est à partir de ce moment précis que le comportement de Lars commence à dévier, de manière presque imperceptible au début. Il devient silencieux et semble préoccupé. Le soir du 6 juillet, Lars refuse de suivre ses amis dans un restaurant de fish and chips. Il préfère rester seul. Quand ses amis reviennent, Lars n'est plus là. Il ne rentrera à l'hôtel que le lendemain matin. Où est-il allé? Qui a-t-il rencontré dans les ruelles sombres de Varna? C'est ici que le mystère commence. Lorsqu'il réapparaît, Lars n'est plus le même homme. Il prétend avoir été agressé par des hommes à la solde des fans de foot rencontrés la veille. Résultat, un tympan percé et une mâchoire endolorie. Mais le plus inquiétant n'est pas sa blessure physique, c'est le regard qu'il porte désormais sur le monde qui l'entoure. Un regard chargé d'une peur viscérale. Imaginez-vous seul, blessé et complètement isolé dans un pays dont vous ne connaissez même pas la langue. Lars Mittank se sentait vraiment prisonnier et voyait des ennemis partout. Le 7 juillet 2014 marque le début de la fin. Ses amis sont devant un dilemme. Leur vol pour l'Allemagne part demain, mais le médecin que Lars a consulté est formel. Avec son tympan percé, la pressurisation de la cabine de l'avion pourrait causer des dommages irréversibles, voire une hémorragie. Lars, toujours pragmatique malgré son anxiété naissante, insiste pour que ses amis partent sans lui. Il leur dit qu'il va bien, qu'il prendra le train ou un vol plus tard. Il se retrouve donc seul à Varna. Il réserve une chambre dans un hôtel bon marché près de l'aéroport, l'hôtel Color. Un nom ironique pour un endroit qui va devenir le théâtre d'une nuit de terreur. Dès son installation, le comportement de Lars devient totalement erratique. Ce n'est plus de la prudence, c'est de la survie. Il appelle sa mère Sandra Mittank en plein milieu de la nuit. Sa voix tremble. Il demande de bloquer ses cartes de crédit. Pourquoi ? Il est convaincu qu'on le suit, que des gens cherchent à savoir où il cache son argent. Mais il y a pire.
Il murmure dans le combiné que 4 hommes sont en train de le traquer, qu'ils sont là, dans l'hôtel, à l'attendre. C'est durant cette nuit que le mystère du Cerufoxin 500 apparaît. C'est l'antibiotique qui lui a été prescrit pour son oreille. Lars demande à sa mère de consulter Google et de voir ce qu'est vraiment ce médicament. Est-ce le Cerufoxin qui a provoqué une réaction psychotique rare? Ou est-ce que Lars soupçonnait qu'on lui avait donné autre chose? La paranoïa est telle qu'il quitte sa chambre en plein milieu de la nuit, sans ses affaires, et se cache dans les couloirs et aux abords de l'hôtel pour échapper à ses poursuivants imaginaires ou bien réels. Le lendemain à l'aube, il prend un taxi pour l'aéroport. On pourrait croire que c'est la fin du calvaire, qu'il va enfin être sauvé. En réalité, il court droit vers le moment le plus inexplicable de toute cette affaire. Les caméras de surveillance de l'aéroport vont bientôt capturer des images qui, aujourd'hui encore, défient toute logique humaine. Lars entre dans l'aérogare, il semble s'être calmé, mais ce n'est que le calme avant la tempête. Le matin du 8 juillet, Lars pense enfin pouvoir rentrer chez lui. Mais lors de l'examen à l'aéroport, c'est là que tout va basculer. Le docteur Kostov décrira plus tard un jeune homme nerveux, agité, mais capable de tenir une conversation cohérente. Lars lui raconte ses craintes, son agression et son oreille qui siffle. Le médecin commence son examen. Il veut simplement vérifier si le tympan est assez solide pour supporter le vol. Mais soudain, la porte du cabinet s'ouvre. Un employé de l'aéroport ou un ouvrier en uniforme, là les témoignages divergent légèrement sur ce détail, entre dans la pièce pour demander une information ou déposer un document. Et c'est le déclic. À la vue de cet homme en uniforme, Lars se lève d'un bond. Son visage se décompose. Selon le docteur Kostov, Lars aurait crié « Je ne veux pas mourir ici, je dois sortir d'ici ». Sans un mot de plus, sans même un regard en arrière, il abandonne tout. Sur le bureau du médecin, il laisse son sac à dos, son portefeuille contenant ses pièces d'identité et surtout son téléphone portable. Le lien qu'il rattachait au monde, à sa mère, à sa vie en Allemagne, est totalement rompu. C'est à cet instant précis que commencent les images que nous connaissons tous. Lars sort du bureau en courant, traverse le hall de départ comme si le diable était à ses trousses. Il ne regarde pas derrière lui, il cherche pas à s'expliquer, il fonce. Ce qui est fascinant et terrifiant dans ces images, c'est la fluidité de sa course. C'est pas la course d'un homme ivre ou drogué, c'est la course d'un athlète dont l'adrénaline a pris le contrôle total. Il sort du terminal, s'arrête une fraction de seconde sur le parvis, regard à gauche, regard à droite et il repart de plus belle. Il se dirige vers la clôture de sécurité. Derrière cette clôture, il n'y a rien d'autre que des champs et la forêt bulgare. Lars escalade les barbelés avec une facilité déconcertante, saute de l'autre côté et s'enfonce dans les hautes herbes. Les caméras perdent sa trace. Le mystère Lars Mittank vient de naître. Lars franchit la clôture et s'enfuit, laissant derrière lui tous ses papiers d'identité, son argent et même son téléphone portable. Il n'est plus un touriste allemand, il est un véritable fantôme dans la nature.
Et ce que la police va découvrir ou ne pas découvrir dépasse l'entendement. Imaginez la scène. On est en plein été, il fait une chaleur étouffante. La zone derrière l'aéroport de Varna est un mélange de champs de tournesol à perte de vue et de bosquets denses. Dès que la disparition est signalée, la police locale intervient. On pourrait penser qu'un homme en t-shirt jaune vif, paniqué, serait facile à repérer dans une zone dégagée. Mais Lars semble s'être volatilisé dans les airs. Les autorités utilisent des chiens, des hélicoptères thermiques, des battues sont organisées avec des volontaires, mais rien. Pas une trace de tissu, pas une empreinte, pas un témoin. C'est comme si la forêt l'avait littéralement englouti. Sa mère Sandra, à des milliers de kilomètres de là, vit un véritable enfer. Elle reçoit les derniers relevés téléphoniques. Elle sait qu'il avait peur. Elle sait qu'il se sentait traqué par ces fameux 4 hommes. C'est ici que l'enquête commence à piétiner et que les zones d'ombre s'accumulent. Pourquoi les caméras de surveillance n'ont rien filmé d'autre? Pourquoi personne dans les fermes environnantes n'a vu ce jeune étranger en détresse? Des théories commencent à circuler dans les bureaux de la police de Varna. Certains pensent à une psychose passagère due au mélange de l'antibiotique et d'un stress post-traumatique lié à sa bagarre. D'autres, plus sombres, évoquent la mafia locale. La Bulgarie à cette époque est tristement célèbre pour ses réseaux de trafic d'organes et de traite d'êtres humains. Lars, seul, blessé et désorienté, était une proie facile. Mais il y a un détail qui dérange. Si Lars a été enlevé, pourquoi a-t-il fui le bureau du médecin avant d'être attrapé? Il fuyait quelque chose que lui seul voyait. Était-ce une hallucination ou avait-il repéré quelqu'un dans le hall que personne d'autre n'avait remarqué? La police finit par classer l'affaire faute d'indices. Mais pour la famille Mitank, le combat ne fait que commencer. Ils engagent un détective privé, Kai Vachevski, qui va découvrir que le dossier bulgare est loin d'être complet. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est pas l'absence. C'est l'espoir qui revient par intermittence. Lars aurait été vu au Brésil, en compagnie de sans-abri. Des photos ressurgissent même sur le dark web, montrant sa présence à divers endroits du globe. Mais à chaque fois, c'est la même chose, l'espoir s'envole. Après sa disparition derrière la clôture, l'affaire Mitank devient virale. La vidéo de l'aéroport cumule des millions de vues, faisant de Lars le disparu le plus célèbre de YouTube. Mais cette célébrité a un prix, une avalanche de faux témoignages. En 2016, soit près de 2 ans après les faits, un routier affirme avoir pris en stop le jeune homme. Il ressemblait trait pour trait à Lars. Le passager était hagard, sale et semblait ne plus savoir où il était. Mais le temps que la police intervienne, le camionneur était déjà loin et l'individu avait disparu dans la nature. Puis il y a eu cette photo, postée sur un forum. Un homme amnésique vivant dans les rues de Porto Alegre au Brésil. La famille a cru un miracle avant que des tests ADN ne douchent cruellement leurs espoirs. Mais l'enquête menée par le détective privé engagé par sa mère va soulever des questions plus techniques. Il s'est penché sur le fameux Cefuroxime 500. Bien que ce soit un antibiotique courant, certains rapports médicaux isolés mentionnent des effets secondaires rares mais dévastateurs. Épisodes de psychose aiguë, hallucinations et terreur paranoïaque. Lars a-t-il été la victime d'une statistique médicale rarissime? Si c'est le cas, un homme en état de démence sans argent et sans papier peut-il survivre dans une forêt ou dans les bas-fonds d'une ville étrangère pendant des années? Certains pensent que Lars a pu rejoindre une communauté de sans-abri vivant sous un autre nom, incapable de se souvenir de sa vie d'avant à cause du traumatisme ou d'un choc cérébral lié à sa bagarre initiale. D'autres théories bien plus sombres circulent sur les forums spécialisés. On parle de réseaux criminels à Varna
qui utilise des touristes isolés comme mules, voire bien pire. Et si l'homme qui est entré dans le cabinet du médecin n'était pas un simple employé? Si Lars l'avait reconnu comme l'un des 4 agresseurs de la veille, sa fuite n'aurait été alors pas une crise de folie, mais un ultime réflexe de survie. Un réflexe qui l'aurait conduit tout droit dans un piège encore plus grand. Après une dizaine d'années, le t-shirt jaune de Lars n'a jamais été retrouvé. Peut-être s'est-il désagrégé dans les terres bulgares, ou bien est-il plié soigneusement dans l'armoire d'un inconnu. Que reste-t-il de l'affaire Lars Mittank? Des millions de théories sur Reddit, une vidéo de surveillance analysée à la frame près par des milliers d'internautes, et une famille qui refuse de faire son deuil. En 2024, Lars aurait environ 38 ans. Des portraits robots de son visage vieilli circulent régulièrement, mais le silence reste assourdissant. Si on analyse froidement les faits, 3 scénarios se dégagent. Le premier est celui de la tragédie médicale. Une psychose induite par l'océrufoxine ou le traumatisme crânien, suivi d'un accident mortel dans la forêt. Il aurait pu tomber dans un puits, une crevasse ou mourir de déshydratation, son corps étant caché par la végétation dense. Le deuxième est celui de la mauvaise rencontre. Un homme vulnérable, en pleine crise de paranoïa, qui croise la route de prédateurs dans une région où la loi est parfois absente. Le troisième, le plus fou mais le plus tenace, est celui de la nouvelle vie. Lars, brisé par un choc psychologique, aurait décidé d'effacer son passé pour devenir une ombre. Mais il y a ce détail, ce petit détail qui empêche de clore le dossier, son téléphone et son sac. Si Lars avait prévu de disparaître, pourquoi ne pas avoir pris son argent? Pourquoi laisser son téléphone sur le bureau du médecin? Ce geste trahit une urgence absolue, une peur qui dépasse la raison. On ne fuit pas une vie organisée pour une forêt sauvage sans emporter le moindre outil de survie. À moins qu'on pense que notre vie va s'arrêter dans la seconde si on court pas. La fondation Find It Lars Mittank continue de récolter des fonds et des témoignages. Ils reçoivent encore des appels, souvent cruels, parfois porteurs d'un espoir qui s'avère toujours être une impasse. Pour nous, c'est une vidéo, un mystère fascinant. Mais pour Sandra Mittank, c'est chaque matin le même vide et le même pourquoi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un homme peut vraiment se volatiliser en plein jour, sous l'œil des caméras, sans laisser une seule cellule d'ADN derrière lui? Est-ce que Lars fuit un monstre que nous ne verrons jamais sur cette vidéo? N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quelle est selon vous la théorie la plus crédible. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine enquête. On se dit à très vite, prenez soin de vous.